C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Regardez l'enquête d'Emmanuel Chartoir et Henri Dreyfus. On parle de nouveau casse du siècle. Une fraude qui, en à peine plus d'un an, aurait fait perdre au Trésor public français près de 2 milliards d'euros. L'escroquerie a eu lieu entre 2008 et 2009 sur le marché des quotas de CO2, surnommé taxe carbone. Pour réduire la pollution, l'Europe impose à chaque entreprise un quota annuel d'émissions de gaz à effet de serre. Ces quotas d'émissions peuvent être achetés et vendus via une bourse d'échange, Blue Next. En d'autres termes, si l'entreprise A n'utilise pas tout son droit à polluer, elle peut revendre son surplus à une entreprise B qui, elle, dépasse son quota. La combine des fraudeurs était très simple. Via des sociétés fictives, ils achetaient du droit à polluer à une entreprise étrangère, hors taxe, puis ils le revendaient aussitôt en France, toute taxe comprise, mais ne reversaient pas la TVA à l'État français. Bénéfice de l'opération, 19,6% en quelques clics sur Internet. Blue Next a identifié à partir d'octobre 2008 des comportements anormaux d'achat systématique ou de vente systématique. On est dans la grande criminalité organisée. C'est-à-dire que les phénomènes passent par des multiples sociétés écrans. C'est ce qui implique que le processus ait pris un certain temps pour mettre fin à cette fraude. En France, une quinzaine d'instructions sont en cours. Elles regroupent une centaine de prévenus. Mais beaucoup ont déjà quitté le pays. Plusieurs familles marseillaises impliquées dans l'arnaque ont par exemple été vues à Herzliya, une banlieue chic de Tel Aviv. Maître Malinbaum représente l'un des prévenus. Sa ligne de défense, le régime fiscal des quotas carbone était mal pensé.
Dessous, ça n'est plus les carrés dans lesquels on a donné, c'est le nombre de données qu'on a. Vous voyez évidemment monter ce chiffre à travers le XXe siècle. Vous voyez qu'avant 1900, on avait très peu de données. Et donc, je suis tout à fait étonné qu'avec si peu de données et les 2/3 de l'océan du monde qui ne sont pas couverts, on puisse penser qu'on connaissait en 1850 la température avec cette précision-là. Alors, ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est que nous avons demandé aux chercheurs de ce centre de nous donner leurs observations pour que nous puissions les vérifier, les retravailler et mieux comprendre comment ils avaient fait. À notre grande surprise, ceci nous a été refusé. Ça fait 4 ans qu'on a fait cette demande et à ce jour, nous n'avons toujours pas ces données. Les chercheurs britanniques sont prêts à nous donner les données travaillées telles qu'elles apparaissent là, elles donneront toujours le même résultat. Mais les données d'origine qui sont derrière, c'est-à-dire toutes les données de tous les bateaux dans chaque carré de 500 km de côté, eh bien c'est considéré comme une propriété privée et il nous est conseillé de refaire la totalité du travail mené par cette trentaine de chercheurs depuis 30 ans si nous voulons vérifier nous-mêmes les choses. Évidemment, c'est un travail gigantesque, surtout quand on n'est pas un laboratoire spécialisé et qu'on n'est pas nombreux. Mais nous avons commencé à le faire. Et avant que je vous montre comment nous avons commencé, je vous montre la dernière version que vous pouvez télécharger aujourd'hui sur votre Internet de la variation de la température la plus précise depuis 150 ans, donnée toujours par ce Met Office, donc par l'Office météorologique et le centre de recherche climatique principal britannique. Là, les données sont données de façon plus précise, je crois que c'est 1 fois tous les mois. Donc vous voyez que l'évolution de la température est extrêmement chahutée, agitée, vous y distinguez des tendances. Vous voyez bien que la température vers la droite, c'est-à-dire vers l'an 2000, est un peu plus haute, d'environ 0,8 degrés Celsius, que la température à gauche, c'est-à-dire il y a environ 150 ans. C'est ça, le réchauffement climatique. Mais vous voyez que ce réchauffement climatique global, il n'est pas du tout régulier, il n'est pas homogène. Il n'évolue pas de façon accélérée, comme je le croyais avant de commencer à regarder ces données. Il évolue plutôt par des tendances que je vous ai soulignées ici par des traits rouges. Pendant quelques dizaines d'années, ça a l'air d'être assez rectiligne. Et puis tout d'un coup, assez brutalement, la pente change et vous voyez les périodes auxquelles les valeurs de cette température ont changé. Donc oui, je conclurai ça à la fin de mon exposé, il y a bien en 150 ans un réchauffement climatique, mais tout dépend des périodes où vous vous mettez. Si vous vous mettez entre 1879 et 1912, il y a un refroidissement climatique. Et pour ceux qui ont mon âge, il y a longtemps qu'on sait que pour ceux qui sont nés à la fin des années 40, au début des années 50, quand ils ont atteint leurs 20 ans en 1970, il y avait eu une baisse assez régulière de la température, au point que je rappelle à ceux qui l'ont oublié que les journaux des années 70-80 craignaient le retour vers une période glaciaire et une période de froid. Et on voyait autant d'articles disant « attention, on va vers le grand froid » que dans les années 2000, nous voyons d'articles disant « on va vers le chaud » parce que vous le voyez, on vient de vivre une période d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années pendant laquelle le réchauffement est indiscutable. Je reparlerai du grand rapport qui a été fait par un groupe d'experts, et c'est un sujet qu'on pourrait voir dans le débat en lui-même, que la constitution et le fonctionnement de ce groupe d'experts, qui s'appelle IPCC en anglais, et vous voyez ça en bas de la citation sur cette diapositive, GIEC, GIEC pour Groupement intergouvernemental d'études du climat en français. Ce groupement, tous les 5 ans, fait un rapport sur l'état des connaissances. Voici une des figures fondamentales du dernier rapport qu'il a remis en 2007 à l'ensemble des gouvernements et qui est la base de tout ce que vous pouvez lire dans tous les journaux et dans toutes les décisions d'hommes politiques ou de gouvernements sur le réchauffement climatique. Alors je commente cette figure parce qu'elle est un peu pâle. Vous voyez en bas 3 diagrammes, en bas à droite. Celui de droite, c'est la température moyenne de l'océan en noir, celui du milieu des continents et celui de gauche, c'est le global, c'est la somme des deux. Donc c'est les courbes que vous venez de voir dans les diapositives précédentes, mais on a pris une valeur tous les 10 ans. Elles ont été énormément lissées pour qu'on n'en sente que la tendance. Et puis au-dessus, vous voyez très mal une carte géographique du monde entier. Vous devez à peine distinguer les lignes de côte des continents. Et on a fait les moyennes de température par continent pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie et l'Australie, qui sont à peu près mises dans leur position sur ce planisphère. Vous voyez que toutes ces courbes montrent le réchauffement climatique. Elles montrent toute une montée jusque dans les années 40, une descente, pas toutes, mais la plupart, jusque dans les années 70, et une franche montée depuis les années 70. Le réchauffement climatique, qu'on suppose anormal, est dû au gaz carbonique et aux gaz à effet de serre relâchés par l'homme. Un des messages principaux de ce rapport, c'est les courbes qui figurent en bleu pâle et en rose. En bleu pâle, c'est les calculs d'ordinateur dans lesquels on met tout ce qu'on croit connaître aujourd'hui de la physique du globe, le soleil, les volcans, les nuages, tout ce qu'on peut, et on calcule l'évolution du climat, et on trouve que ça ne devrait pas changer, on trouve la courbe bleue.
ou plutôt des tas de courbes bleues qui vous indiquent un peu l'incertitude dans ces modèles. Et quand on rajoute le gaz carbonique envoyé par l'homme dans l'atmosphère tel qu'il nous est connu, et je vous dirais qu'il nous est très bien connu, et qu'il augmente très vite, eh bien on obtient les courbes en rose. Et c'est ce diagramme qui, pour le GIEC et pour tous les gouvernements du monde, démontre à 90 chances sur 100, dit le rapport, que le réchauffement climatique désormais est sorti du bruit, qu'il est dû à l'homme, qu'il est dû au gaz carbonique et au gaz à effet de serre relâché par l'homme et qu'il se mesure par ces courbes. Alors, en allant relativement rapidement, parce que le temps me l'impose, je vais vous montrer que nous avons essayé de reproduire ces courbes, puisqu'on refusait depuis ce centre anglais de nous en donner les données. Et nous avons repris, par exemple, 44 stations météorologiques parmi les meilleures et les plus complètes en Europe. Et là, nous ne nous sommes pas contentés d'avoir une valeur par mois. Nous avons pris la température minimum, maximum et moyenne de chaque station météo, chaque jour de l'année, de tout le XXe siècle. Vous voyez ici la moyenne de ces stations, c'est le changement climatique de l'Europe. Vous voyez qu'il n'a pas du tout la forme qu'on attendait. Il est manifestement, et je vous donne une interprétation ici, pratiquement plat. Il n'y a aucun réchauffement climatique en Europe de 1900 à 1985. Et ensuite, en 1 ou 2 ans, autour de 1987, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a un véritable saut. Et nous sommes désormais, depuis quelques dizaines d'années, apparemment, dans un climat à nouveau qui est une tendance plate, mais qui est sensiblement plus chaud. De combien? Vous le lisez à gauche, environ 1 degré Celsius. Le réchauffement climatique en Europe, c'est rien jusqu'en 85, tout en 2 ans, et plat depuis. Et pas d'évolution climatique depuis 1987, c'est-à-dire depuis 20 ans. Il y a 20 ans que ça ne change plus. Quand nous avons découvert ça, on a été très étonnés, ce n'est pas l'image qu'on en avait. Alors on a recommencé sur 150 stations météorologiques des États-Unis. Et voilà la courbe qu'on a obtenue. Et on retrouve une chose que les climatologues savent bien, c'est que ces courbes sont très différentes d'une région climatique à l'autre et que d'en faire la somme et de mettre tout dans un même paquet, on n'est même pas sûr d'un point de vue physique, thermodynamique pour les spécialistes, que ça ait un sens. Je fais une toute petite parenthèse pour les physiciens. On sait qu'en thermodynamique, on peut ajouter les volumes, on ne peut pas ajouter les températures. Si vous ajoutez le volume de 2 pièces qui sont côte à côte, vous avez le volume des 2 pièces. Si vous faites la moyenne des températures des 2 pièces, ce n'est pas la température moyenne des 2 pièces, ça dépend de la façon dont on ouvre la porte, de l'histoire, de l'isolation des murs et ainsi de suite. Donc attention, la notion de température globale, je vous glisse cette incertitude qui me taraude moi-même, nous ne sommes même pas sûrs que ça signifie quelque chose, et en tout cas, la température moyenne telle qu'elle est calculée n'est pas une température au sens thermodynamique. Vous voyez qu'aux États-Unis, la température, en effet, a beaucoup grimpé depuis la fin des années 70, mais elle a tout simplement atteint le même niveau que dans les années 30. Et l'année dernière, la météo nationale américaine a fait un petit communiqué relativement discret pour dire qu'elle s'était trompée en disant que les années récentes étaient les plus chaudes du siècle. C'est tout simplement faux. C'est l'année 1930 qui est l'année la plus chaude aux États-Unis. Vous voyez que la courbe est très différente de la courbe française. Mais vous voyez surtout, je vous reproduis la figure du GIEC, nous n'avons eu le temps de faire que cela, que pour les 2 courbes que nous avons reproduites, l'Europe en haut à droite, vous la comparez, il y a une petite flèche qui les lie à ce que dit le GIEC il y a 1 an et demi, vous regardez les États-Unis, vous voyez que tout simplement les courbes du rapport du GIEC sont fausses. C'est la base de la décision d'à peu près tous les gouvernements mondiaux. Cette courbe n'est pas très fausse, mais elle a une incertitude sous-évaluée, une forme qui n'est pas la bonne, elle est très mal décrite. Il n'y a qu'un point tous les 10 ans au lieu d'un point par mois, et pour des raisons bizarres, toutes les courbes se ressemblent, alors que vous voyez que dans la réalité, les courbes varient beaucoup d'une région à l'autre. Premier inconfort. Deuxième point, la vision que nous avons aujourd'hui du réchauffement climatique a été construite de façon pédagogique, que j'enseignais encore à mes élèves parce que je croyais que c'était vrai il y a 3 ou 4 ans. Donc à l'université, j'enseignais ces diapositives que vous allez voir. Une courbe due à un scientifique qui s'appelle Mann, qui s'appelle la courbe en crosse de hockey. Vous voyez pourquoi ça ressemble à une crosse de hockey. Cette fois-ci, nous reculons dans le temps. C'est très important d'essayer de comparer le climat du dernier siècle au climat des derniers 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. C'est le travail de l'historien, de l'archéologue ou du géologue, quand on recule dans un temps très ancien. Ce qu'a fait M. Mann et beaucoup de ses collègues et beaucoup d'autres personnes depuis, c'est de compiler des données qui vous indiquent la température depuis l'an 1000, mais comme entre l'an 1000 et l'an 1800, il n'y avait pas de thermomètre, ou en tout cas il n'y avait pas de thermomètre sur la Terre entière, eh bien, ce dont on se sert, c'est les anneaux d'accroissement des arbres. Donc, on coupe des arbres dans des tas d'endroits autour du monde, on les date, on regarde l'épaisseur de leurs anneaux et on pense que l'épaisseur de l'anneau est à peu près liée à la température. Ça vous donne les données en bleu-vert. Par contre, les données en orangé sont celles qui sont obtenues avec des vrais thermomètres. Ce sont des mesures physiques.
Vous voyez qu'il y a une accélération fantastique, c'est le fameux réchauffement climatique depuis 1900, et vous voyez que sur cette courbe, ce réchauffement semble sans précédent au cours des 1000 précédentes années, et c'est ce que vous entendez dire presque partout dans tous les rapports qu'en font les médias, les rapports officiels. Le problème, c'est que cette courbe est fausse, et c'est désormais démontré par plusieurs équipes indépendantes. L'équipe que vous voyez en haut ici, dirigée par M. Moberg, qui fait partie du même centre de recherche anglais qui fabrique les courbes et qui a publié dans la revue Nature, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à cela, eh bien il s'est aperçu qu'il y avait une erreur fondamentale dans la courbe de Mann, que j'ai reproduite en dessous, c'est que les anneaux d'accroissement des arbres, quand la température change très vite, les anneaux changent très vite d'épaisseur, donc ils enregistrent bien les variations rapides de la température, mais quand vous avez 70 ans où il fait très chaud ou très froid ou très sec ou très humide, l'arbre s'adapte. Et donc, il élimine les signaux de longue période. En revanche, ces signaux de longue période, de longue durée, ils sont très bien enregistrés dans les sédiments par des isotopes. Alors, je pourrais vous raconter comment, je n'ai pas le temps de le faire, mais grâce aux isotopes de l'oxygène qui sont sensibles à la température, si vous faites une carotte dans les sédiments qui correspondent à ces 1000 dernières années à la surface de lacs très calmes ou dans certains océans, eh bien, vous retrouvez les valeurs très lentes qu'avaient ratées les anneaux des arbres, et quand vous mélangez tout ça, eh bien, vous avez la courbe du haut, qui est la courbe de Mann, corrigée par Moberg. Et vous voyez apparaître ces grandes fluctuations qui font qu'en l'an 1000, il faisait chaud, avant l'an 1000, il avait fait froid. Entre l'an 1000 et 1870, il y a une période très froide qu'on a appelée le petit âge glaciaire, et vous voyez notre réchauffement actuel qui est incontestable, mais qui n'a plus du tout la même amplitude. Il est un peu plus fort, semble-t-il, dans cette courbe que les températures de l'an 1000, mais pas si différent que ça. Et pour ceux d'entre vous, il y en a beaucoup ici sans doute qui le connaissent, c'est l'immense travail historique depuis 40 ans du professeur Leroy-Ladurie qui a regardé le prix de la vigne, les dates des récoltes, le prix du blé, et qui, grâce à ces indicateurs indirects de la productivité agricole, a reconstitué le climat de l'Europe et a trouvé en effet qu'un optimum climatique avait existé au Moyen-Âge et qu'il y avait eu un petit âge glaciaire et que nous étions en train de sortir de ce petit âge glaciaire. Donc oui, nous nous réchauffons, oui, nous sortons d'un petit âge glaciaire, mais tiens, est-ce que la température actuelle est si différente que cela de la température d'il y a 1000 ans? Eh bien, je vais vous montrer un résultat un peu dense, mais extrêmement récent, un papier qui vient de sortir, qui est très important, par un spécialiste suédois des arbres, qui a repris la base des données des anneaux d'accroissement des arbres, il a étudié 600 arbres, dans laquelle il a étudié non seulement l'épaisseur des anneaux, mais en faisant passer ces tranches de bois aux rayons X, comme quand vous passez aux rayons X chez le médecin, il a mesuré la densité. Et il a montré que la densité des arbres est un bien meilleur indicateur de la température que l'épaisseur des anneaux. Regardez les deux courbes en bas à gauche de ma figure. Je vais vous les expliquer rapidement. On a aligné tous ces arbres en fonction de leur âge à eux. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez la naissance de l'arbre et à droite, vous avez 300 ans. Donc ce sont des arbres, pour la plupart d'entre eux, qui ont vécu 300 ans. Et la courbe que vous voyez en haut, eh bien, c'est la courbe de réponse au cours de l'âge d'un arbre, de la façon dont il fait évoluer la densité de son bois. Vous voyez que cette courbe est plate. Ça veut dire que la densité du bois connaît fort peu l'âge de l'arbre. Un arbre jeune fabrique un bois de la même densité qu'un arbre vieux. En revanche, la courbe du dessous, qui a cet énorme pic à gauche et qui descend vers la droite, eh bien, c'est l'évolution des épaisseurs d'anneaux. Un arbre jeune fabrique des gros anneaux, un petit arbre fabrique de petits anneaux. Et ce dont s'est aperçu M. Grudd, c'est que ces anciennes courbes, comme celles de tous ses collègues, avaient une quantité d'arbres trop jeunes dans les périodes trop récentes. Et le résultat, eh bien, c'est la courbe que vous voyez ici, la courbe noire qui est en dessous, qui court depuis l'an 500 jusqu'à l'an 2000. Donc vous avez 1500 ans d'histoire. La courbe en noir, c'était la courbe de M. Grudd et de tout le monde, à peu près, avant de s'être aperçu de cette erreur fondamentale due aux arbres jeunes qui font des anneaux trop gros. Quand vous corrigez de cet effet et que vous travaillez avec la densité, qui est une bien meilleure observation, et très peu de laboratoires dans le monde l'ont fait, c'est une des rares études qui existent, la courbe noire devient la courbe bleue. Et la conclusion de M. Grudd dans son article, c'est qu'on a déjà connu un certain nombre de périodes. Oui, nous sommes dans une période chaude, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Il y en a eu d'analogues en 750, en 1400, en 1750, et surtout, pendant 200 ans autour de l'an 1000, le fameux optimum climatique médiéval qu'avait repéré depuis des années Leroy-Ladurie, il est bien partout présent en Europe,
Et il est partout plus chaud qu'aujourd'hui. Je rappelle tout simplement que quand les Vikings ont colonisé le Groenland, eh bien, ils avaient des animaux, il y a des églises, des maisons, des cimetières, des traces de champs et de cultures qui sont aujourd'hui au bord de la glace ou sous la glace. Donc quand vous entendez dire « jamais le Groenland a été si petit », c'est tout simplement faux. Les glaces du Groenland étaient sensiblement plus rétrécies et la température plus chaude en l'an 1000. Ce travail tout récent, évidemment, il a un problème, c'est qu'il n'est valable que pour la Suède, les arbres du nord de la Suède. En fait, grâce au travail de Leroy-Ladurie, on sait qu'il est valable pour toute l'Europe. Alors après, on vous dit, oui, mais comment vous savez que c'est vrai pour le reste du monde? Le problème, c'est que toutes les autres courbes sont faites de la même façon et que dans les courbes anciennes, ce sont ces mêmes données de l'Europe qui donnaient leur poids à l'apparente accélération du réchauffement climatique. Donc je pense que ces dernières données, vraiment, scellent la fin de la célèbre courbe de Mann, qui pourtant a été dans les années 80 le déclencheur pédagogique de l'alerte rouge sur le réchauffement climatique. Je vais changer d'échelle de temps et passer à des échelles de temps plus anciennes. Du millier d'années, je vais passer aux centaines de milliers d'années avec un travail très important qui a été fait par des chercheurs de Grenoble, dont Petit, Jouzel, Lorius, des noms célèbres, qui ont eu l'idée dans une carotte de glace forée, là vous le voyez en haut à droite, dans l'Antarctique, à Vostok, de mesurer dans les bulles de glace et dans la glace, dont on peut calculer l'âge un peu comme les anneaux d'accroissement des arbres, couche de glace par couche de glace, eh bien, ils ont pu remonter jusqu'à 400 000 ans, c'est ça que représente la courbe, à gauche c'est moins 400 000 ans, à droite c'est le présent. Dans les bulles, ils ont mesuré la teneur en gaz carbonique et grâce toujours aux isotopes de l'oxygène dans la glace, ils ont mesuré la température. Vous avez la courbe bleue pour la température, la courbe rouge pour le gaz carbonique, vous retrouvez ce résultat absolument remarquable et fondamental, ce sont les ères glaciaires. Tous les 100 000 ans, il fait chaud, puis tous les 100 000 ans, on rentre dans une période de froid. Le froid, c'est vers le bas, vous voyez les températures. On rentre dans le froid pendant 80 000 ans de façon erratique et lente, on en sort très rapidement. Nous vivons en ce moment à la sortie du dernier interglaciaire, une période qui a commencé il y a 18 000 ans. La totalité du développement de l'humanité, de sa richesse, de son existence, des cultures que nous connaissons, c'est la conséquence du dernier réchauffement climatique depuis 18 000 ans, grâce aux déglaciations. Nous ne l'aurions pas connu si nous étions dans les températures d'il y a 20, 25 ou 30 000 ans. À l'époque, cette figure a eu un effet pédagogique énorme. Vous allez voir que, quand j'aurai fini ma phrase, vous aurez honte, comme moi, de vous être laissé piéger par la logique cachée derrière ce diagramme, par la partie fausse de cette logique. En effet, on voit que la corrélation est si bonne qu'on se dit, bah oui, gaz carbonique, température, et on a dans la tête, gaz carbonique entraîne température. Le problème, c'est que ces courbes, à l'origine, n'étaient pas connues assez précisément pour qu'on sache si elles s'étaient produites en même temps ou si l'une était avant l'autre, c'est-à-dire si l'une était la cause de l'autre. Mais la réponse, elle n'est pas très compliquée, sauf que mon engin s'est arrêté, voilà. C'est que les glaciations, eh bien, il y a un certain temps que nous savons qu'elles sont dues, nous le savons depuis M. Milankovitch dans les années 20, 30, 40, des travaux remarquables, nous savons que c'est dû à de faibles variations de l'orbite de la Terre sous l'effet des planètes, et en particulier des planètes géantes. Pour la loi de Newton de la gravitation, nous devrions, si nous étions seuls dans le système solaire, décrire une parfaite ellipse autour du Soleil. Mais comme il y a d'autres planètes, elles viennent nous gêner un peu, et l'ellipse subit des modifications. En haut, vous voyez ce qu'on appelle l'effet d'excentricité. L'ellipse s'allonge ou se raplatit à tous les 100 000 ans. C'est la cause principale des glaciations de 100 000 ans, des 4 glaciations que nous venons de connaître successivement. Il y a d'autres variations. Vous savez que l'axe de rotation de la Terre est incliné sur le plan de l'écliptique, sur le plan de l'orbite de la Terre. Eh bien, cette inclinaison, elle varie légèrement. Et puis d'autre part, l'axe tourne, c'est ce qu'on appelle la précession. L'orientation de la planète change tous les 41 000 ans, la précession fait un tour tous les 23 000 ans. C'est ça qui fait que l'étoile polaire est aujourd'hui l'étoile polaire, mais que vous savez, il y a 23 000 ans divisé par 2, c'était je ne sais plus quelle étoile qui était notre étoile polaire, ce n'était pas l'étoile polaire. On retrouve maintenant toutes ces variations de façon extraordinaire quand on est géologue, dans les sédiments, quand on y fait attention. Si vous allez au sud de la Sicile, eh bien, il y a une région, une très belle plage qui s'appelle Punta di Maiata, où vous verrez ces alternances extraordinaires de couleurs, alternativement rose, blanc, gris, blanc, rose, blanc, gris, blanc, rose, blanc, gris, blanc, et il y en a des dizaines et vous pouvez les compter. On sait maintenant que chacune de ces alternances, c'est la trace d'un cycle de 23 000 ans de précession des équinoxes, qui fait que de temps en temps le climat est plus chaud ou plus froid. En gros, quand il est froid, les sédiments sont gris, quand il est chaud, les sédiments sont rouges, et c'est ça qui crée les alternances que vous voyez là. Mieux encore,
Si vous regardez la plage d'un peu loin, vous avez des personnages qui marchent sur un banc au milieu pour vous donner l'échelle. Vous voyez des dizaines de ces alternances, mais vous voyez en plus, elles sont numérotées, hein, j'en ai marqué quelques-unes en rouge, mais vous voyez surtout se découper sur le fond de la mer des petits ressauts de falaises blanches. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement des maximums de la densité du carbonate de calcium qui a été modulé par les variations de 100 000 ans et de 400 000 ans. Donc vous voyez l'histoire des variations de l'orbite de la Terre sur un tel affleurement géologique. Et des travaux beaucoup plus fins que les travaux d'origine sur ces carottes de glace de l'Antarctique ont finalement montré que les deux courbes, la rouge et la bleue, vous ne pouvez pas le voir sur celle-là, mais il y a des publications récentes qui le montrent de façon beaucoup plus détaillée, eh bien c'est la courbe du CO2 qui suit de quelques siècles à quelques milliers d'années la courbe de température. Il n'y a plus de doute, dans les carottes de glace de Vostok, les augmentations et les baisses de la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique sont la conséquence des variations de température et non pas leur cause. C'est assez évident que les orbites de Milankovitch qui changent tous les 100 000 ans changent l'éclairage de l'atmosphère, la chauffent plus ou moins. Une fois chauffée, l'atmosphère chauffe l'océan. L'océan a dissous du gaz carbonique comme une bouteille d'eau Perrier. Vous le chauffez, il ressort son gaz carbonique. Vous le refroidissez, le gaz carbonique rentre dedans. Tandis que la causalité inverse qu'on avait cachée dans la tête, ça voudrait que changer le gaz carbonique change la température et que changer la température, ça change l'orbite de la Terre et les effets de Jupiter et d'Uranus. Vous voyez qu'on s'est laissé embarquer dans une analogie à laquelle, en tout cas je dirais pour moi, j'aurais dû faire plus attention depuis longtemps. Avec la courbe de Mann désormais fausse, avec cette courbe-là désormais de causalité inversée, les deux arguments clés des 20 premiers ans des rapports du GIEC, qui sont quand même la température du globe, même si vous le verrez, il y a d'autres choses, eh bien, ils sont tous les deux tombés. Je n'ai absolument pas le temps, dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, de passer en revue tous les éléments. D'ailleurs, j'en suis pas capable parce qu'on n'a pas eu le temps de tout analyser, mais chaque fois qu'on analyse quelque chose, on trouve des choses comme ça. Alors, souvent, et on verra dans le débat, les gens me disent « oui, mais la glace, oui, mais les ours polaires, oui, mais les glaciers du Kilimandjaro, oui, mais le niveau des mers ». Et à chaque fois, quand on dit bah, « la température, ça ne marche pas », on dit « oui, mais regardez autre chose ». Et une des grandes caractéristiques de ce débat sur le réchauffement climatique, c'est que quand vous trouvez un truc qui ne colle pas, on vous dit d'aller regarder ailleurs. Et c'est assez curieux, je vous montre simplement une chose très importante pour le réchauffement climatique, c'est le niveau des mers. Une des conséquences dont vous avez tous entendu parler, c'est la hausse du niveau des mers avec les catastrophes que ça va engendrer. Je vous dis ici que la probabilité que ça engendre des catastrophes dans le siècle qui vient est extrêmement faible. Et je vous montre cette courbe qui crève les yeux, il n'y a pas besoin d'être mathématicien. Voilà l'élévation récente du niveau des mers, en haut à gauche, de 1880 à l'an 2000. Vous voyez, j'ai aidé votre regard en traçant une droite, que de 1900 à l'an 2000, y compris la petite courbe rouge que vous voyez en haut à droite, c'est les mesures depuis qu'on a des satellites qui sont hyper fines, encore meilleures qu'avant. Avant, on avait des marégraphes. Il doit bien y avoir un marégraphe pas loin de Nantes. En tout cas, il y en a un à Brest, il y en a un à Marseille, il y en a dans le monde entier. On les a tous intégrés pour obtenir cette valeur. Vous voyez que le niveau de la mer s'est mis à accélérer vers 1900, mais que depuis 1900, il suit une courbe rigoureusement plate. Il n'y a pas la moindre trace d'accélération. Or, dans la deuxième moitié du siècle, nous dégageons beaucoup plus de gaz carbonique que nous n'en dégagions à la fin du XIXe siècle. Donc, extrapoler cette courbe, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils oublient ce que je viens de vous montrer. Comme le petit morceau de 20 ans en bas à gauche, il est plat, on vous trace une courbe de façon un peu parabolique, et après, hop, elle fiche le camp et on vous prévoit une augmentation extraordinaire pour le siècle qui vient. Il me paraît raisonnable de dire que dans le siècle qui vient, l'augmentation de niveau de la mer sera probablement du même ordre qu'elle a été dans le siècle dernier. Vous la lisez à droite, 20 cm, et que si ça accélère vraiment, ça fera peut-être 40. D'ailleurs, c'est dans les prédictions du GIEC, 40. Simplement penser que 40 cm d'élévation du niveau des mers, c'est un truc incroyable auquel l'homme ne saura pas s'adapter, alors qu'on vient de passer un siècle sans grand problème avec 20 cm, ne paraît pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller mettre des barrages ou faire attention. Simplement, je vous dis un exemple, dans le film célèbre d'Al Gore, vous voyez une figure qui frappe les gens, on y voit l'Amérique en vert foncé et en rouge toutes les zones qui seront envahies par la mer. Mais on ne vous dit pas, ou on vous dit très vite, que c'est dans le cas où toutes les glaces du Groenland fondraient, ce qui prendra probablement au moins 3000 ans. Et donc vous mélangez dans votre tête ce qu'on vous prédit pour dans 100 ans et une hypothèse pour dans 3000 ans, au cas où la banquise complète fondrait. Malheureusement, ce débat est plein de ces raccourcis où quand on ne fait pas attention, et je n'ai pas fait attention pendant des années, on se fait vendre des idées qui ne sont pas tout à fait exactes. Dans cette deuxième partie beaucoup plus courte, je vais vous montrer un peu notre travail. J'aurais pu, et je le ferai si c'était devant une assemblée de collègues spécialistes, vous montrer un peu quels sont nos travaux.
Et pourquoi nous nous sommes embarqués dans ce débat, bien malgré nous? Je suis spécialiste du champ magnétique terrestre. Nous mesurons en permanence les variations du champ magnétique dans une centaine d'observatoires à la surface du globe. Et on était en train de se demander dans quelle mesure ces variations magnétiques de la Terre étaient liées à l'activité du Soleil. Et donc on a regardé sur le XXe siècle, encore une fois une courbe qui va de 1900 à gauche à 2000 à droite, nous avons regardé les variations du champ magnétique dans 2 observatoires, l'un en Alaska, l'autre en Écosse, pour prendre des endroits très distants. Ce sont les courbes bleues et vertes. Vous voyez que ces courbes magnétiques, purement des observatoires terrestres, elles grimpent jusqu'en 1950, elles chutent jusqu'en 1970, elles remontent jusqu'en 80-90 et elles retombent depuis les années 90, depuis 10 ans environ. Quand on regarde l'activité du Soleil, on a la courbe violette. Alors celle-ci ne démarre qu'en 1950, mais je peux vous assurer que vous auriez la même qualité de corrélation avec des données qui commencent à partir de 1900. Vous voyez qu'il y a une chute, une recroissance et une redécroissance qui vont ensemble. Ce n'est pas une grande découverte. Ça nous montre que la variabilité du champ magnétique dans les observatoires du monde dépend directement de l'activité du Soleil. On le savait, on le montre plus finement qu'avant, mais ce n'est pas très nouveau. Ce qui était nouveau pour nous en 2005, quand nous avons sorti ça, c'est qu'on a mis par-dessus une des versions de la courbe globale de température que vous avez maintenant vue plusieurs fois. Elle est en rouge. Donc on a pris une courbe de M. Jones, toujours le centre du Hadley Research Center. On s'est dit, tiens, ça ne colle pas parfaitement, mais c'est marrant, la température monte jusque dans les années 40, descend jusque dans les années 70, monte après. Mais en revanche, ce dont on est aperçu, c'est qu'à partir de 1985, on a l'impression que la température est vraiment en train de monter, alors que toutes les indications du Soleil et du champ magnétique descendent. Donc il y a 4 ans, notre conclusion était, tous les gens qui dans les premiers rapports du GIEC ont dit que le réchauffement climatique commençait en 1850, chose qu'ils ont corrigée dans l'avant-dernier rapport du GIEC qui disait que c'était 1950, eh bien nous pensons que s'il y a un réchauffement climatique anormal, ce qui est tout à fait possible, il ne semble se dégager qu'à partir des années 80. Avant, les variations accompagnent tellement bien les variations du Soleil que penser que le Soleil en est responsable, comme il l'a été des cycles de Milankovitch et de tout ce qui s'est passé avant dans l'histoire de la Terre, n'a pas l'air déraisonnable. Depuis, nous avons travaillé sur de nombreuses données, de plus en plus nombreuses, et nous avons 4 ou 5 études qui sont sur le point d'être publiées, dans lesquelles nous ne cessons de trouver une extraordinaire coïncidence entre des indicateurs du Soleil et des indicateurs de la température, alors qu'à la date d'aujourd'hui où je vous parle, l'écrasante majorité des climatologues continuent à se demander si le cycle du Soleil a une influence sur la température. Eh bien, nous répondons clairement oui. Grâce à des méthodes mathématiques de traitement du signal, c'est ça que nous avons apporté, nous étions spécialistes de ça. Et c'est pour ça qu'on a pu mettre le nez dans ce domaine. On savait le faire sur des données magnétiques, ce n'est pas plus difficile de le faire sur des données de température. Et vous voyez ici des courbes assez intéressantes. La courbe en rouge, c'est la variabilité de la température à long terme dans 50 stations météorologiques de l'État de Washington et d'Oregon aux États-Unis. Une fois de plus, ça descend jusqu'en 70, ça monte jusqu'en 80, ça descend depuis. Et dessous, vous avez 2 indices de l'activité solaire. À gauche, c'est le nombre de taches du Soleil. À droite, c'est la variation du champ magnétique dans un de ces observatoires. C'est même un observatoire en Écosse. Donc, si vous regardez les 2 courbes de droite, la bleue, c'est le Soleil mesuré en Écosse, et la rouge, c'est la température mesurée dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Donc vous voyez que cette corrélation est tout à fait frappante. Depuis, on s'est rapproché de chez nous, et on a fait ça sur l'Europe. Et je vais m'attarder seulement, vu l'heure, sur la dernière courbe, à droite, qui est les meilleures stations que nous avons, toutes les stations météo de Hollande. Pourquoi est-ce qu'on les a prises? Parce que la Hollande a des stations qui publient leurs données beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, ce qui fait que vous voyez, quand on fait l'Europe entière à gauche, la courbe rouge des températures s'arrête en 1990, tandis qu'avec les stations de Hollande, on est capable d'aller presque jusqu'à début des années 2000. S'il manque des données aux 2 bouts, c'est parce que nos méthodes de filtrage nous obligent à éliminer les données des bouts pour effet de bord. Mais la chose essentielle, c'est que vous voyez que plus on travaille, plus cette corrélation entre quelque chose qui ne connaît que la température et quelque chose qui ne connaît que le Soleil est d'une corrélation absolument éblouissante. Et qui plus est, vous voyez que depuis les années 90, ça descend. Et donc, on peut aller plus loin que nous ne pouvions aller il y a 4 ans. Il y a 4 ans, en disant, tiens, la température continue à monter, pourtant le Soleil et le magnétisme descendent. Ben non, la température, elle descend. Et si vous regardez la dernière donnée dont on parle fort peu dans les journaux du Centre mondial de données, regardez le dernier petit segment. Quand on vous dit que les 10 dernières années sont les plus chaudes, patati patata, c'est les plus chaudes par rapport à une certaine période donnée, mais l'année la plus chaude, c'est 1998. Et depuis 10 ans, la température, en moyenne, décroît. Il y a 10 ans qu'on est dans la décroissance de température, après 30 ans de chaud, 10 ans de froid, etc.
Vous voyez que ça ne reproduit absolument pas l'évolution du gaz carbonique, en tout cas depuis 10 ans. Alors peut-être que ça va reprendre, mais il faudrait qu'on nous explique la raison de ces variations qui, au contraire, vous le voyez, suivent pas à pas le Soleil. Et donc, j'en suis à ma dernière partie, ça nous pose la question des causes de ces variations, des facteurs forçants. Le premier auquel le GIEC et tout le monde pense, c'est le gaz carbonique. Il est très bien mesuré. Je vous reparlerai d'incertitude. C'est une des choses qu'on connaît le mieux, avec le moins d'incertitude. Donc il n'y a pas de contestation sur le fait que nous brûlons, dégageons une quantité de gaz carbonique plus rapide qu'on ne l'a fait depuis un temps fou, exponentiellement accélérée, qui a fait augmenter de 100 parties par million en 150 ans ou en 250 ans la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Simplement pour vous montrer que quand on regarde une figure, il faut y faire attention. La figure vous est souvent représentée comme je vous l'avais laissé pendant les premières minutes de cette diapo. Là, je vous ai mis le 0. Donc, vous voyez que quand on regarde l'augmentation relative, elle est tout à fait importante, tout à fait significative, mais ça ne donne pas la même impression psychologique que la courbe qu'on montre tout le temps. Ceci pour vous dire que quand les scientifiques vous montrent des courbes, vous devez les regarder par tous les bouts, changer l'échelle, changer les axes, regarder comment ça se passe, parce qu'il y a une lecture psychologique hautement non linéaire des images qui peut tromper, et je pense que ça a été le cas à plusieurs reprises. Voilà en revanche l'évolution de l'activité du Soleil depuis l'an 1600, depuis que Galilée a inventé la lunette et a observé les premières taches sur le Soleil. Vous voyez cette période entre 1650 et 1700 où le Soleil n'avait plus de taches. C'est ce qu'on appelle le minimum de Maunder, une période d'activité extraordinairement faible du Soleil. C'est une période de froid important du petit âge glaciaire. Puis vous avez des fluctuations que je ne peux pas suivre avec le doigt, mais vous pouvez suivre les fluctuations des maximums. Les cycles que vous voyez, c'est les fameux cycles de 11 ans des taches solaires. Tous les 11 ans, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'enveloppe de cette courbe que vous voyez. Si vous la reprenez depuis les années 1900, vous voyez qu'elle monte de 1900 à 1960, elle descend de 60 à 70, elle remonte depuis, elle descend après. Vous retrouvez cette fameuse courbe en M que vous avez vue partout dans le champ magnétique, dans le Soleil, dans la température, en Europe, dans la température mondiale, dans la température dans l'ouest des États-Unis. Ce signal solaire est pour nous de plus en plus évident. Le problème, c'est que les spécialistes des modèles nous disent « Oui, mais on vous comprend, mais ça ne marche pas. Parce que le Soleil, on a calculé, nous, il n'a pas un effet suffisant. » Comment ils ont calculé ? Eh bien, depuis 1978, on a des satellites qui mesurent la quantité de lumière qui nous vient du Soleil. Elle est calculée en watts par mètre carré, elle figure à gauche, elle est de l'ordre de 1360 watts par mètre carré. Et la façon dont on regarde la tendance du Soleil à très long terme, c'est qu'on prend les minimums. Vous voyez, il y a 2 minimums de cycle solaire avec un petit trait blanc. Et puis on regarde l'écart entre les deux, la valeur est donnée en bas, c'est 0,07 watts par mètre carré, disons moins de 0,1 watts par mètre carré. Et quand ils disent je vais faire un changement de 0,1 watts par mètre carré dans mon modèle, les numériciens nous disent j'arrive pas à changer la température assez. Donc votre Soleil il corrèle bien, mais il n'est pas assez costaud. Sauf qu'ils ont fait une énorme erreur qui vient d'être publiée ces mois-ci dans les journaux géophysiques internationaux. C'est que ces données de couleurs différentes que vous voyez, elles sont faites en raccrochant entre eux des satellites différents et que ces satellites n'ont pas été correctement calibrés entre eux. Et 2 auteurs, Scafetta et Wilson, viennent de recalibrer les satellites de façon extrêmement soigneuse, de montrer qu'il y avait une énorme erreur dans cette zone grisée, qui est la zone pendant laquelle il n'y a pas de données satellites, et donc il faut une autre technique. Et par la technique qu'ils montrent, ils observent une augmentation de 1 watt par mètre carré, qui culmine en 1997 et qui rechute depuis, et on est dans un point en ce moment incroyablement bas. L'amplitude est donc 20 fois plus forte que ce que croyaient les modélisateurs du Soleil. Donc en faisant leur modèle numérique, ils ont injecté une force du Soleil qui est 20 fois trop faible. Et personne à ce jour n'a encore refait le calcul avec la bonne valeur. Qui plus est, vous voyez que ça monte au moment où la température du globe monte et que ça descend depuis que la température du globe descend. Ça n'arrête pas de s'accumuler et cette fois-ci, on commence à avoir le moteur et on commence à avoir l'amplitude. Dernière ligne droite de mon exposé. Cette figure vous montre comment arrive et se réfléchit et rebondit dans tous les sens l'énergie qui vient du Soleil en arrivant sur le sommet des nuages, en arrivant à la surface de la Terre, en se transformant en infrarouge par l'effet de serre. Le rond rouge ou l'ellipse rouge que j'ai mise à droite, c'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, vous voyez qu'ils renvoient 324 des 342 watts par mètre carré qui vont faire absorber par la surface. C'est ça l'effet de serre. Mais c'est ça l'effet de serre naturel. S'il n'y avait pas le gaz carbonique dans notre atmosphère, il ferait moins 15. Le fait qu'il y en ait 280 parties par million nous fait passer de moins 15 à plus 15. Ces 324 watts nous donnent les 30 degrés qui fait qu'au lieu de geler,
On est sur une planète où la vie a pu se développer. Et l'effet de serre dont on vous parle, ce n'est pas celui-là, c'est l'effet de serre additionnel dû au fait qu'on a rajouté du CO2 sur le système. Le problème, c'est qu'on n'est probablement pas loin de la saturation, et je pense que l'effet correspondant, qui est de 1 ou 2 watts par mètre carré, 1 ou 2 sur 300, il est proche de la saturation, il est très faible. En revanche, de l'autre côté, regardez mon autre rond rouge. Eh bien, dans les modèles actuels, parce que c'est trop compliqué, on n'a pas mis les nuages. Bon, mais on a le droit. Simplement, on n'a pas le droit de dire « je suis sûr que j'ai tout compris ». Quand on n'a pas mis les nuages, sachez que dans les modèles internationaux actuels, il n'y a pas les nuages parce qu'on ne sait pas les mettre. Or, ces nuages, le sommet des nuages, il réfléchit 80 watts par mètre carré. Les nuages, il n'y a que quelques dizaines d'années qu'on les surveille par satellite. On n'a aucune idée de la couverture nuageuse de la Terre il y a 100 ans. Il suffirait, c'est une hypothèse, d'avoir changé cette couverture nuageuse de 3% pour que ça fasse 2 watts par mètre carré. Donc on n'a pas mis dans les modèles numériques un effet lié au nuage parce qu'on ne le comprend pas, qui, s'il existe, est probablement du même ordre ou plus grand que l'effet entier du fameux doublement du gaz carbonique à la surface de la planète. Le modèle est intéressant, il est intelligent, mais il est totalement incomplet. Un chercheur scandinave, Svensmark, a montré qu'il y avait une corrélation entre les rayons cosmiques et les nuages de basse altitude. Le signal qui m'est donné est d'accélérer très sérieusement. Donc, avec la courbe de droite, qui est la dernière que ce chercheur ait fabriquée, vous voyez qu'il y a une remarquable corrélation entre la façon dont fluctuent les rayons cosmiques et dont fluctue la couverture des nuages. Alors, ça pose des questions, tout le monde n'est pas d'accord. Vous avez une partie de la réponse à l'étage au-dessus. Un des stands de l'exposition ici montre une machine, une chambre de Wilson, dans laquelle on voit les rayons cosmiques en temps réel en train d'impacter une surface sur laquelle il y a une brume en sursaturation qui condense sur le trajet des particules. Eh bien, ces rayons cosmiques, ils nous viennent de l'espace, ils sont modulés par le Soleil, ils sont modulés par le champ magnétique de la Terre et probablement, ils créent les noyaux des nuages. Quand un rayon cosmique passe, il peut déclencher la fabrication d'un cristal qui va donner ensuite un nuage. Donc, ce n'est pas démontré, mais ça n'arrête pas de s'améliorer. Chaque fois qu'on dit « mais vous n'avez pas de mécanisme », en voilà un autre qui n'est pas dans le modèle. Il n'y a pas les nuages dans le modèle, il n'y a pas les rayons cosmiques dans le modèle, il n'y a pas le Soleil avec un facteur 20 d'erreur. Ça fait beaucoup. Et donc je conclus, 2 diapositives de conclusion. D'abord sur mon triangle d'or, on ne fait pas de science dans nos domaines sans avoir 3 piliers également développés. L'observation, la compréhension de la physique, de la chimie, de la biologie, ce qu'on appelle parfois la théorie, et la modélisation numérique. La modélisation par les calculateurs, c'est génial, sauf que ce n'est pas génial quand on oublie les observations, qu'on ne les regarde pas et qu'on n'établit pas suffisamment bien les modèles physiques. Or, dans le domaine du climat, on en parlait avec Didier Pouilloux, on y reviendra peut-être, il semble que cette communauté énorme et qui a un travail énorme ait une certaine taylorisation de son travail et que contrairement à notre domaine de la géologie ou de la géophysique, on a des petites équipes et où en général, moi je suis quelqu'un qui observe, qui obtient les données, qui fait la théorie et qui fait le calcul numérique. Donc on fait tout ensemble. Il semble que ce travail soit immense et que les gens qui font des modèles numériques, pour moi, eh bien, ne sont pas suffisamment au courant de l'état d'avancement des problèmes des observations. Ensuite, un modèle doit être falsifiable. Chaque fois qu'on vous dit ça ne colle pas, on doit pouvoir montrer que si on change le paramètre, ça marche ou ça ne marche pas. Or, la plupart des modèles de climat sont si compliqués que quand vous changez quelque chose, on vous dit ça ne va pas, on vous le fait tourner, il tourne dans l'autre sens et il vous donnera de toute façon la réponse. Donc vous avez l'impression d'un modèle qui se débrouillera toujours pour vous dire ça marche. De la même façon qu'on me dira oui mais les températures ça ne marche pas, mais les glaces, mais ceci, mais cela. Moi je trouve que petit à petit l'édifice est en train de devenir bien fragile. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir en science, c'est que aussi important que mesurer et qu'observer, il y a déterminer la précision et l'incertitude de sa mesure. Et je pense qu'un des grands problèmes qui est caché derrière toute cette affaire du réchauffement climatique, c'est que les incertitudes, notre méconnaissance d'un certain nombre de mécanismes, notre incertitude sur les valeurs sont encore considérables, ce qui n'a rien de choquant. C'est une science qui se développe, la climatologie, elle est en pleine jeunesse, une science très jeune. Mais par contre, quand elle dit « je suis sûr à 90% que le réchauffement climatique, c'est dû au gaz carbonique », eh bien je dis « vous êtes drôlement gonflé de dire ça ». Dans les sujets qu'on pourra aborder dans le débat, le mécanisme de formation de l'expertise par un groupe d'experts tel que le GIEC est à mon avis un sujet important, c'est un sujet de sciences humaines et sociales, ça n'est plus un sujet de science, mais c'est un sujet important. Est-ce que c'est comme ça que les hommes politiques doivent se fournir en avis scientifiques ? Je le croyais il y a quelques années, je n'en suis plus sûr et je crains un grand retour de bâton anti-science quand on aura découvert qu'après 20 ans de travail du GIEC qui disait quelque chose, on s'est aperçu, et je prédis que ça sera accepté généralement dans une dizaine d'années, ça marche dans l'autre sens. Ça n'a rien de choquant, ça n'a rien de scandaleux. La seule chose qui est une erreur, c'est d'avoir dit « j'étais sûr du contraire », parce que quand on aura vu que ce n'était pas vrai, on dira « mais pourquoi je vous croirais maintenant ?»
Et on risque un retour des fondamentalismes et un retour anti-science considérable. Enfin, d'autres problèmes risquent de passer au second plan. Si on a envie d'être généreux, il n'y a pas de problème. La Terre est face à des problèmes majeurs, et pas des problèmes pour dans 50 ou 100 ans, des problèmes tout de suite. 800 millions de personnes au seuil de pauvreté avec la faim dans le monde. Et pour le géologue que je suis, les deux grands vrais problèmes du XXIe siècle, la recherche de l'eau potable, la gestion des déchets urbains. Ces deux problèmes sont, à mon avis, beaucoup plus importants et justifiés et connus actuellement avec beaucoup moins d'incertitude que le réchauffement climatique, mais comme les hommes politiques sont obnubilés par un sujet et un seul, je pense que les arbitrages financiers sur les faits des experts ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Et pourtant, je terminerai sur une note optimiste. Il y a plein de problèmes qui se posent à nous, mais ce n'est pas la peine de hurler, de pleurer, de faire du principe de précaution, du risque zéro et de crier. Nous avons des solutions, l'homme a toujours trouvé le moyen de s'adapter. Je suis absolument persuadé qu'à condition qu'on ne bazarde pas la science et ses budgets, on trouvera la solution de certains de ces problèmes. Et je vous laisse avec cette diapo qui résume l'essentiel de mon message. Merci. Vincent Courtillot, juste une phrase. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du climat, je trouve que vous avez une solide culture générale. Il y a 3 ans, j'en savais rien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez quelques minutes pour vous faire une petite pause. Et après, nous aurons la deuxième conférence, Jean-Michel Salle, sur la biodiversité. On se retrouve dans 5 minutes. Merci. Un petit peu plus. Et à 17h, nous aurons la table ronde. Et là, vous pourrez poser vos questions à Vincent Courtillot et à Jean-Michel Salle. Vous m'avez réchauffé et refroidi les neurones. Je rigole doucement sur le réchauffement climatique parce que c'est là où on voit que la domination médiatique, c'est de pouvoir dire qu'il fait jour quand il fait nuit. Il n'a jamais fait aussi froid en Europe et il n'a jamais autant plu. Donc je vois pas très bien où est le réchauffement climatique, mais ça c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écologie, qui a été une idéologie d'une certaine manière anti-marché, a longtemps été un caillou dans la chaussure du marché. Le marché, dont le but est de tout recycler en marché, a cherché comment faire de l'écologie quelque chose qui travaille pour le marché. Donc aujourd'hui, on a à la fois une écologie de marché qui a fini par triompher, et le signal a été donné par Al Gore et son film grotesque et mensonger sur des vérités cachées, ou je sais pas trop quoi, ou des vérités mauvaises à dire. Je sais plus le titre de ce film bidon. Et aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'écologie de marché, qui est aussi le marché de l'écologie. Voilà. L'histoire du réchauffement climatique est une escroquerie, car s'il y a eu réchauffement climatique, c'est dû à l'activité solaire et absolument pas à la production humaine de CO2. Mais par contre, cette escroquerie amène quand même quelque chose qui est génial et qui a été théorisé, je crois, par Goldman Sachs. C'est amène l'impôt le plus génial du monde pour l'oligarchie, qui est l'impôt ultime. C'est l'impôt sur le droit de respirer et l'impôt sur l'air qu'on respire. C'est exactement ça. Ça s'appelle la taxe carbone. Et donc c'est une manière de prendre de l'argent de manière absolument fictive. Aujourd'hui, il y a 2 dimensions dans la fiction totale ultralibérale mondialiste. C'est une monnaie qui n'existe pas, qui est le dollar, qui est une fausse monnaie intégrale, et l'impôt ultime, qui est la taxe carbone, qui est l'impôt sur le droit de respirer et l'air qu'on respire. Et là, on arrive à l'accomplissement parfait et ultime du libéralisme, c'est-à-dire aucune création de richesse, que de la valeur fictive, et par contre une fiscalité maximale sur le droit de respirer. Voilà. Et il est évident que la taxe carbone a d'autres objectifs, c'est que l'oligarchie mondialiste contrôle, sous prétexte de pollution, le développement industriel ou le blocage industriel de qui elle veut, notamment les pays les plus polluants étant les pays émergents. Et il est évident que les pays polluants de demain, selon ce critère-là, seront bien évidemment la Chine, l'Inde, le Brésil, et qu'en fait les États-Unis, puisque l'oligarchie campe aux États-Unis comme un asticot dans un fromage, c'est de bloquer le décollage des puissances concurrentes de demain, d'inventer un racket fiscal sur un sujet débile, avec en plus l'adhésion de tous les crétins du monde, parce que les écologistes aujourd'hui sont les idiots utiles. Ils ont pris le relais des antifascistes. Aujourd'hui, l'antifascisme commence peut-être à s'user un peu, parce que l'antifascisme comme l'antiracisme a le danger, c'est de montrer du doigt Israël.
et que donc aujourd'hui on voit très bien qu'il y a une baisse du baratin antiraciste, ce qui d'ailleurs explique la mise au rencard de Julien Drey, parce que l'antiracisme et l'antifascisme travaillent contre Israël, et comme Israël a beaucoup à voir avec l'oligarchie mondialiste, hein. Donc aujourd'hui il est évident que l'avenir, il y a deux idéologies, comment dirais-je, de détournement d'avenir, deux leurres de détournement d'avenir, l'anti-islamisme et l'écologie. Ce sont les deux vecteurs de la stupidité politique où les jeunes vont s'incarner parfaitement dans toutes leurs bêtises, on peut leur faire confiance. Ça sera l'écologie et le réchauffement climatique et la lutte contre le fascisme islamique. Hein, et vous verrez que l'avenir politique, l'un ça sera le bombeur du Front National et l'autre le bombeur de Cohn-Bendit. Et tout ça pour éviter qu'on porte atteinte au problème global qui est la loi d'airain du capital et la violence que ça génère et les contradictions que ça génère qui font qu'à la fois c'est un système totalement mortifère, exactement comme à un moment donné le socialisme réel était la trahison intégrale non seulement du socialisme comme chant des peuples et comme promesse de sortie de l'histoire, et la violence maximale sur ceux qu'ils étaient censés libérer, qui était le prolétariat. Parce que c'est quand même ça, à la fin, qui amène un peu Solidarinosc, même si c'est payé par la CIA. On peut mettre de l'argent sur des gens, en colère, mais on peut pas fabriquer la colère totalement. Voilà. Et donc, voilà, je vous l'annonce, c'est clair. Les deux leviers de manipulation de la bêtise humaine pour les années à venir seront l'écologie et l'anti-islamisme, hein, c'est clair. C'est un peu la fin de l'antifascisme et de l'antiracisme.